Imaginez qu'une nuit de tempête, une enfant vous supplie de dormir dans une niche pour chien, que vous n'avez pas. Cette histoire vraie d'un milliardaire et d'une petite fille des rues va bouleverser votre vision de la famille pour toujours. Préparez-vous. Impossible de s'arrêter avant la fin. La nuit tombait sur Marseille comme une sentence. Les nuages noirs crachèrent des trompes d'eau sur le vieux port, transformant les ruelles pavées en torrents boueux. Le Mistral hurlait entre les immeubles, portant l'odeur âcre de la mer en colère et les cris des mouettes affolées. Dans ce chaos, une silhouette minuscule courait pieds nus sur l'asphalte trempé. Léonie, 7 ans tout au plus, serrait contre sa poitrine un ours en peluche délavé qui sentait la moisissure et les nuits passées dehors. Ses cheveux collaient à son visage livide, ses vêtements déchirés laissaient entrevoir des bleus sur ses bras maigres. Derrière elle, des voix d'hommes s'estompaient dans le vacarme de l'orage, mais la terreur, elle, ne quittait pas ses yeux violets striés de peur. Dame de la garde, la villa Montclair se dressait comme un phare de verre et de pierre. Ses fenêtres éclairées découpaient des rectangles dorés dans la nuit, promesse d'un monde où la pluie ne pénétrait jamais, où le froid ne mordait pas. Julien Armand venait de garer son sedan noir dans l'allée circulaire bordée de cyprès. À 45 ans, héritier de l'empire immobilier Armand, il calculait encore mentalement les chiffres du dernier rapport trimestriel quand une voix fluette perça le grondement du tonnerre. « Monsieur, s'il vous plaît !» Il se retourna, cherchant la source de cette supplication presque inaudible. Dans l'ombre des cyprès qui se balançaient comme des fantômes, la petite forme tremblante s'avança vers lui, hésitante, comme un animal blessé qui ne sait plus faire confiance. « Monsieur, est-ce que je pourrais dormir dans la niche de votre chien cette nuit ?» La question frappa Julien comme un éclair. Il n'avait pas de chien. Il n'avait jamais eu de chien. La villa était un sanctuaire de marbre et de silence, pas un foyer où couraient des pattes mouillées, où résonnaient des aboiements joyeux. Mais quelque chose dans cette demande impossible, dans ses yeux qui reflétaient toute la détresse du monde, fit vaciller ses certitudes d'homme d'affaires blindé. Il regarda cet enfant qui ne demandait même pas l'aumône, seulement le droit d'exister quelque part, n'importe où, pourvu que ce soit à l'abri des prédateurs et de la pluie. Dans sa bouche, le mensonge était prêt. « Je n'ai pas de chien, petite ». Mais les mots refusèrent de sortir, bloqués par une émotion qu'il ne parvenait pas à identifier. Le cœur de Julien, endurci par des décennies de négociations impitoyables, se fissura imperceptiblement. Pour la première fois depuis longtemps, il hésitait devant une décision qui ne concernait ni contrat, ni profit. « Viens », dit-il simplement. Le mot était sorti sans réflexion, portant en lui des siècles de signification. Léonie leva vers lui des yeux incrédules, comme si elle n'avait pas bien entendu par-dessus le fracas de la tempête. Julien répéta, plus fort cette fois, pour couvrir le bruit de la pluie qui redoublait « Viens, entre ». La fillette hésita sur le seuil de marbre blanc. Ses pieds nus et boueux semblaient souiller l'immaculé, rien qu'en l'effleurant. Elle serra plus fort son ours en peluche, murmurant une excuse à peine audible. « Je vais salir votre belle maison, ce n'est que du marbre », répondit Julien, surpris par la douceur de sa propre voix qu'il ne se connaissait pas. À l'intérieur, la villa ressemblait à un musée d'art contemporain. Les plafonds cathédrales résonnaient du moindre pas. Les lustres de cristal projetaient 1000 reflets sur les murs blancs immaculés. Les œuvres d'art semblaient observer ces deux intrus improbables avec une curiosité muette. Jamais Julien n'avait remarqué à quel point cet espace, conçu pour impressionner les investisseurs et les partenaires, paraissait froid et inutile sous le regard émerveillé de l'enfant qui découvrait un monde nouveau. « Tu as froid ?» constata-t-il en voyant ses lèvres violacées trembler malgré elle. Sans attendre de réponse, il la guida vers la salle de bain des invités. Là, il fit couler l'eau chaude dans la baignoire de marbre rose veiné. La vapeur monta aussitôt, embaumant la pièce d'une chaleur humide que Léonie découvrait les yeux écarquillés, comme si elle assistait à un miracle quotidien transformé en prodige. « Des serviettes !» murmura Julien, sortant du placard des piles de coton égyptien plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché dans sa courte existence marquée par la dureté. Pendant qu'elle se lavait, il descendit à la cuisine ultramoderne.
Ses gestes étaient mécaniques, mais empreints d'une tendresse naissante. Sortir une casserole en cuivre, verser le lait dans un balai précis, ajouter le chocolat en poudre avec la concentration d'un chimiste. Lui qui ne buvait que du café noir découvrait le plaisir étrange de préparer quelque chose de sucré, de réconfortant, de purement maternel. Sur une assiette de porcelaine de Limoges, il disposa des biscuits au beurre qu'il n'avait jamais remarqués dans ses placards, regorgeant de victuailles de luxe. Quand Léonie redescendit, enveloppée dans un peignoir blanc trop grand pour elle, qui la faisait ressembler à un petit fantôme protecteur, ses cheveux propres encadrant enfin un visage d'enfant libéré de la saleté, Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle but le chocolat à petites gorgées précautionneuses, comme si c'était le dernier de sa vie. Puis, elle prit un biscuit, le croqua délicatement et glissa discrètement le second dans la poche du peignoir. Ce geste, ce réflexe de survie qui consistait à garder pour plus tard, révéla à Julien l'abîme qui séparait leur monde. Ici, dans cette cuisine où tout débordait d'abondance, elle économisait encore un biscuit par instinct de préservation. Le contraste était si violent, si révélateur, qu'il détourna les yeux pour cacher son émotion. « Merci, monsieur », chuchota-t-elle. Et dans ce simple merci résonnait toute la reconnaissance du monde. « Je peux dormir sur le canapé », murmura Léonie en regardant le salon immense aux dimensions cathédrales. Julien secoua la tête avec une fermeté douce. « Non, tu auras une vraie chambre, comme une vraie petite fille. » Il la conduisit à l'étage, vers la chambre d'amis qu'aucun ami n'avait jamais occupée en 15 ans d'existence. Quand il alluma la lumière, la pièce se révéla dans toute sa splendeur froide. Un lit king size, au drap blanc impeccable, des meubles laqués noirs et blancs, une vue panoramique sur la baie de Marseille scintillante sous les réverbères comme un collier de diamants. Léonie s'arrêta net sur le seuil intimidée. « C'est trop grand pour moi. » Sa voix n'était qu'un souffle perdu. Dans cette chambre conçue pour des adultes fortunés, elle semblait encore plus petite, plus fragile, plus vulnérable. Le lit paraissait l'avaler tout entière quand elle s'y assit précautionneusement, son ours en peluche serré contre elle comme un talisman. « C'est à toi pour cette nuit », dit Julien avec une douceur qu'il ne se connaissait pas et qui l'étonnait lui-même. « Vraiment ? Rien qu'à moi ? Vraiment ? Promis ?» Il lui montra la salle de bains attenante avec sa douche à l'italienne, les placards vides qui pourraient se remplir, l'interrupteur de la lampe de chevet en cristal de Bohême. Chaque détail semblait la fasciner et l'intimider à la fois, comme si elle pénétrait dans un conte de fées dont elle serait l'héroïne improbable. Quand il se dirigea vers la porte, elle l'arrêta d'une voix timide qui tremblait légèrement. « Monsieur Julien, vous ne partez pas loin ? Je suis juste à côté, dans mon bureau. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas. D'accord, promis. » Elle se glissa sous les draps comme si elle pénétrait dans un sanctuaire. Les tissus fins caressaient sa peau encore marquée par les nuits dehors, par le froid, par la peur. Dans l'obscurité parfumée de cette chambre où régnait enfin la paix, elle chuchota « Merci, monsieur Julien. Merci pour tout. » Ces mots le suivirent jusqu'à son bureau. Là, face à ses écrans et ses dossiers, qui constituaient habituellement son univers, Julien tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Mais les chiffres dansaient devant ses yeux sans faire sens. Les contrats immobiliers, les projets de développement, tout ce qui constituait son empire lui semblait soudain, vide de substance, dénué de sens profond. Pour la première fois depuis des années, il admit une vérité qu'il avait soigneusement enfouie. Sa vie, malgré tous ses succès financiers, était d'une solitude abyssale. Dans la chambre voisine, une enfant dormait enfin en sécurité, et cela changeait tout. La lumière dorée du matin méditerranéen inonda la villa Montclair comme une bénédiction. Julien s'éveilla sur le canapé de cuir de son bureau où il avait fini par s'endormir, les contrats éparpillés autour de lui comme les vestiges d'une vie antérieure. Mais au lieu de consulter immédiatement ses messages, comme chaque matin depuis 20 ans, il tendit l'oreille vers les étages. Silence. Puis, des pas légers dans le couloir, des pas qu'il n'avait jamais entendus dans cette maison conçue pour la solitude.
Son cœur se serra d'une émotion inexplicable. Pour la première fois depuis la construction de la villa, elle abritait vraiment quelqu'un. Elle avait une âme. Déjeuner simple avec un soin méticuleux, café au lait mousseux, tartines beurrées avec générosité, confiture d'abricots de Provence, jus d'orange frais pressé. Quand Léonie apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, portant encore le peignoir blanc trop grand, il sentit la maison s'animer d'une vie nouvelle, d'une chaleur qu'aucun système de chauffage n'avait jamais apportée. « Bonjour », dit-elle timidement, encore ensommeillée. « Bonjour, Léonie. Bien dormi? Pas trop grand, ce lit ?» Elle hocha la tête avec un sourire qui illumina son visage, s'approcha de la table avec cette prudence d'animal sauvage qu'elle avait gardée mais qui s'atténuait. Julien remarqua qu'elle observait tout avec curiosité. La disposition parfaite des couverts, la couleur ambrée de la confiture, la vapeur qui montait de la tasse comme un petit nuage privé. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée avec une concentration qui bouleversait Julien. Chaque geste trahissait une enfance où rien n'était jamais certain, où chaque repas pouvait être le dernier. Mais il la vit discrètement glisser un morceau de pain dans la poche du peignoir. Ce geste le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. « Léonie, » dit-il doucement sans reproche, « tu n'as pas besoin de garder de la nourriture. Il y en aura toujours ici. » Elle rougit, retira le pain de sa poche avec honte. « Pardon, monsieur. Non, ne t'excuse jamais. Je comprends parfaitement. » Et il comprenait vraiment. Cet enfant portait en elle la mémoire de la faim, de l'incertitude, de lendemain qui n'était jamais garanti. Comment pouvait-il lui demander d'oublier en une nuit ce que des années de survie avaient gravé dans ses réflexes? « Tu aimerais aller à Paris aujourd'hui ?» proposa-t-il, impulsivement, surpris par sa propre spontanéité. Les yeux de Léonie s'illuminèrent comme des étoiles. « Paris? La vraie ville avec la tour Eiffel? La vraie ville. Avec des magasins, des parcs, des vitrines magiques. On peut vraiment? Bien sûr que oui. » 2 heures plus tard, ils étaient dans le TGV qui filait vers le nord. Léonie, le visage collé à la vitre, regardait défiler les paysages provençaux, puis les plaines du centre, avec une fascination qui ne faiblissait pas. Elle posait 1000 questions sur les villages perchés, les châteaux aperçus, les rivières qui serpentaient. Julien, qui avait fait ce trajet des centaines de fois sans jamais rien voir, découvrait la France, à travers ses yeux émerveillés, et redécouvrait le plaisir simple de l'émerveillement. À Paris, ils flânèrent, rue Saint-Honoré, sous le soleil printanier. Dans une boutique pour enfants aux vitrines colorées, Julien la regarda choisir une robe bleue comme ses yeux, des chaussures neuves qui lui donnaient de l'assurance, un petit sac à dos rouge cerise. Mais il remarqua aussi autre chose de troublant. À chaque bruit soudain, chaque voix masculine un peu forte, elle se raidissait, se rapprochait instinctivement de lui. Les fantômes du passé la suivaient encore dans ce paradis temporaire. À la sortie de la boutique, Léonie se figea comme si elle avait vu un fantôme. Julien, qui portait les sacs colorés de leurs achats, mit quelques secondes à comprendre ce qui la terrorisait. Puis il les vit. 3 hommes adossés contre un mur de pierre, qui les observaient avec un sourire mauvais et des yeux de prédateurs. Le plus grand, barbe noire et cicatrice au front, qui lui donnait l'air d'un pirate, cracha sur le trottoir avant de s'avancer avec l'assurance de celui qui connaît sa proie. « Tiens, tiens, notre petite Léonie qui joue à la princesse avec ses beaux habits. » La voix d'Henri Vautrin était traînante, menaçante, chargée d'une promesse de violence. Ses 2 acolytes l'encadraient, bloquant discrètement les issues de la rue, technique rodée de chasseurs expérimentés. Léonie recula instinctivement, se serrant contre Julien qui sentit son petit corps trembler comme une feuille dans la tempête. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» demanda Julien, s'efforçant de garder une voix calme malgré la colère qui montait. Henri éclata de rire, un rire sans joie qui résonna entre les façades haussmanniennes. « Ce qu'on lui veut, mais elle est à nous, monsieur le bourgeois. Elle nous appartient corps et âme, personne n'appartient à personne. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. » Ah non. Henri s'approcha encore, son haleine empestant l'alcool et le tabac froid. « Cette petite peste nous a coûté cher, très cher. Vous savez combien on peut gagner avec une gamine comme ça dans les rues de Marseille? Les touristes adorent la pitié.
Julien sentit la nausée monter. Il serra les dents, sortit son portefeuille de cuir italien. « Combien, Julien ? Non » murmura Léonie, mais sa voix se perdit dans le bruit de la circulation parisienne. « 5 000 » dit Henri en voyant les billets, les yeux brillants de cupidité. Pour commencer. Julien compta l'argent avec des gestes mécaniques, le tendit sans un mot. Henri l'empocha avec un sourire sadique qui révélait des dents jaunies. « Voilà qui nous dédommage. Pour aujourd'hui. Mais vous savez quoi, monsieur l'aristocrate? Les rats finissent toujours par revenir à l'égout. C'est la nature. Et quand elle reviendra, il se pencha vers Léonie, qui se cachait maintenant complètement derrière Julien. Quand tu reviendras, ma petite, tu payeras double pour cette escapade de princesse, double et en nature. » Ils disparurent dans la foule, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, comme des démons retournant aux enfers. Sur le trottoir, la foule avait repris son pas pressé, comme si rien n'avait eu lieu. Une vendeuse, derrière sa vitrine, leva les yeux vers Julien et les baissa aussitôt. Un serveur, tablier noué, hésita une seconde, puis rentra les tables pour éviter les histoires. Près du kiosque, un policier municipal feignit de parler dans sa radio. Marseille, Paris, peu importe la ville. La peur a la même odeur quand elle passe en plein jour. Julien sentit quelque chose d'archaïque se lever en lui, un élan que ni les chartes de gouvernance ni les codes de bonne conduite ne savaient dommer. Sa main se crispa sur le sac, l'autre chercha instinctivement la poche intérieure où dormait un couteau suisse qu'il n'utilisait jamais. Image absurde, un magnate prêt à devenir voyou pour sauver une enfant. « Ne fais pas ça !» dit une voix presque inaudible. Léonie. Elle ne le regardait pas, elle regardait le monde. Ses visages tournés ailleurs, ses bouches serrées, cette chorégraphie glacée de l'indifférence. « S'ils te cassent, ils m'auront gagné 2 fois, murmura-t-elle. Il ferma la main vide. L'orage intérieur battit encore un moment, puis recula, laissant une brûlure. Une dame âgée s'approcha enfin, posa un mouchoir en tissu dans la main de l'enfant. « Pardonne-moi, ma petite, je n'ai pas su parler plus tôt. » Puis elle disparut, avalée par la foule. Dans la voiture, Julien mit le moteur sans démarrer. « Je te promets, dit-il, qu'on ne fuira plus jamais. »« Alors il faudra apprendre à rester debout sans frapper, » répondit Léonie. Sa voix tremblait à peine. Elle venait d'enseigner au milliardaire la leçon que la rue lui avait imposée trop tôt. Julien comprit alors qu'il venait d'acheter du temps, pas la liberté, et que le temps, face à des prédateurs comme Henri Vautrin, ne valait rien du tout. Le lendemain matin, la sonnette de la Villa Montclair retentit dans le silence feutré. Julien ouvrit à une femme d'une 40aine d'années, tailleur strict anthracite, attaché case à la main et regard déterminé mais bienveillant. « Monsieur Armand, Claire Moreau, services sociaux de Marseille, je viens au sujet de l'enfant que vous hébergez. » Julien l'invita à entrer, le cœur serré par l'appréhension. Dans le salon au meuble design, Claire Moreau posa son attaché-case avec précision, sortit des formulaires officiels, un stylo Montblanc, un bloc-notes couvert d'annotations. Léonie, qui prenait son petit déjeuner à la cuisine, apparut timidement dans l'encadrement de la porte, alertée par les voix inconnues. « Bonjour Léonie, » dit Claire avec une douceur professionnelle teintée d'humanité réelle. « Je suis là pour t'aider, pas pour te faire du mal. »« Je ne veux pas partir, » dit immédiatement la petite fille, se précipitant vers Julien comme vers un port d'attache. Claire soupira, habituée à ses réactions. « Monsieur Armand, vous comprenez bien que cette situation est, comment dire, irrégulière. Un homme seul, sans formation spécialisée, sans agrément officiel, qui accueille une mineure en détresse. Nous devons absolument suivre les procédures légales. »« Quelles procédures ?» demanda Julien, serrant la main de Léonie dans la sienne comme un pacte silencieux. « Foyer d'accueil temporaire, évaluation psychologique complète, recherche approfondie de la famille biologique, placement en famille d'accueil agréée par l'État. C'est un processus long mais absolument nécessaire pour la protection de l'enfant. »« Non !» cria Léonie avec une force surprenante. « Je veux rester avec Julien. S'il vous plaît, madame, laissez-moi rester. Il est gentil, il ne me fait pas de mal. » Claire nota quelque chose sur son bloc avec application. « Je comprends votre attachement, Léonie, mais monsieur Armand n'a pas les compétences pédagogiques pour. »« J'apprendrai, » interrompit Julien avec une détermination farouche. «
Tout ce qu'il faut, je l'apprendrai. Je prendrai des cours, je ferai appel à des spécialistes. » Avant que Claire puisse répondre, un claquement de talons aiguilles retentit dans l'entrée de marbre. Isabelle Armand fit irruption dans le salon comme une tempête en tailleur Chanel, élégante et furieuse à la fois, ses cheveux gris, impeccablement coiffés, trahissant une colère à peine contenue. « Julien, qu'est-ce que c'est que cette histoire rocambolesque ?» Elle s'arrêta net en voyant Léonie. « Mon Dieu, c'est vrai, cet enfant existe vraiment. » Isabelle, 50 ans, députée européenne et gardienne inflexible de la réputation familiale Armand, regarda tour à tour son frère, l'enfant et l'assistante sociale. Son visage se durcit avec l'expression qu'elle réservait aux débats parlementaires les plus tendus. « Julien, tu as complètement perdu la tête. Cette situation va ruiner notre famille. Les journaux, les réseaux sociaux, les concurrents, tu imagines les titres ? Le milliardaire et l'enfant des rues, scandale chez les Armands. Nous serons la risée de tout Marseille, de toute la France. Isabelle, s'il te plaît, non, cet enfant doit partir immédiatement. Nous avons une réputation à préserver, des affaires à protéger. » Léonie éclata en sanglots déchirants. Julien la prit dans ses bras, fusillant sa sœur du regard, avec une colère froide qu'elle ne lui avait jamais vue. « Elle reste, » dit-il d'une voix ferme qui ne tolérait aucune discussion. « Quoi que tu dises, quoi que pense la société, quoi que disent les journaux, elle reste. Point final. Note sensible à la tension familiale. Monsieur Armand, je vous laisse 48 heures pour réfléchir à la situation. Après cela, nous devrons procéder selon la loi, que cela vous plaise ou non. » Quand elle fut partie, Isabelle se tourna vers son frère. « Tu commets la plus grosse erreur de ta vie, Julien. »« Non, Isabelle, » répondit-il en caressant les cheveux de Léonie. « Je viens de corriger la plus grosse erreur de ma vie. » Les nuits suivantes furent un calvaire silencieux qui transformait la villa en théâtre d'angoisse. Le vent dans les cyprès qui grinçaient, le grondement lointain d'une moto sur la corniche, même le ronronnement de la climatisation qui se déclenchait. Vers 3 heures du matin, Julien l'entendait pleurer doucement dans sa chambre, des sanglots étouffés qu'elle tentait de dissimuler dans l'oreiller. Il venait alors s'asseoir au bord de son lit, sans parler, juste présent dans l'obscurité parfumée, gardien silencieux contre les démons invisibles. « Ils vont revenir », murmurait-elle parfois d'une voix brisée. « Henri va revenir me chercher. Il l'a promis. »« Non », répondait Julien avec une conviction qu'il espérait communiquer. « Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais. » Même ne dormait plus. Il avait fait installer un système d'alarme sophistiqué digne d'un coffre-fort. Engager un vigile pour surveiller les abords de la propriété jour et nuit, blinder toutes les issues possibles. La villa Montclair était devenue une forteresse imprenable. Pourtant, les murs les plus épais ne chassaient pas les fantômes qui hantaient l'esprit d'une petite fille traumatisée. Une nuit, vers 4 heures du matin, il la trouva recroquevillée sur le carrelage froid de sa salle de bain, son ours en peluche serré contre elle comme un talisman dérisoire. « Léonie, qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ? Le lit est trop mou, » chuchota-t-elle sans lever les yeux. « Dehors, on dort sur le dur. C'est plus sûr. J'ai l'habitude du froid. » Cette phrase lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Il s'allongea à côté d'elle sur le carrelage glacé, partageant cette nuit d'inconfort comme une communion bizarre mais nécessaire. À l'aube, ils s'endormirent enfin, côte à côte sur le sol, unis dans la vulnérabilité. C'est dans ces moments de fragilité partagée que Julien comprit quelque chose d'essentiel. Cet enfant lui renvoyait l'écho de sa propre enfance négligée. Lui aussi avait grandi dans une maison froide, entouré d'adultes trop occupés par leurs affaires pour l'aimer vraiment, pour lui donner l'affection dont il avait désespérément besoin. Lui aussi avait appris à ne compter que sur lui-même, à construire des murs pour se protéger. « Je peux te raconter une histoire ?» demanda Julien, allongé à même le carrelage. Léonie tourna la tête. « Une histoire qui ne fait pas peur. Une histoire vraie. Quand j'avais ton âge, on vivait dans un appartement si bien tenu qu'on se cognait au silence. Le soir, j'ouvrais le robinet de la baignoire et j'écoutais l'eau, juste pour entendre quelque chose qui n'était pas moi. Je me disais, un jour, j'aurai une maison où l'eau fera du bruit pour quelqu'un d'autre. » Léonie sourit dans l'ombre. « Et maintenant ?»
Maintenant, quand l'eau coule ici, je pense à toi. » Il resta un instant sans voix. On croit qu'on construit des murs pour se protéger. Parfois, on se bâtit une prison. Elle rapprocha sa main de la sienne très doucement. On peut sortir à deux. Alors, dans ce rectangle de nuit, le magnate et l'enfant firent un pacte sans mots. Chaque peur aurait un nouveau témoin et, à force d'être vus, finirait par apprendre à dormir. À l'aube, ils s'endormirent enfin côte à côte sur le sol, unis dans la vulnérabilité. « Il faut absolument qu'elle voie un psychologue spécialisé », insista Claire Moreau au téléphone, sa voix trahissant une inquiétude professionnelle. Les traumatismes qu'elle a subis nécessitent un suivi psychologique approfondi. Julien hésitait, rongé par l'angoisse. Emmener Léonie à Marseille, c'était la remettre à portée d'Henri et de sa bande de prédateurs. Mais Claire avait raison. L'enfant avait désespérément besoin d'aide professionnelle pour surmonter ses cauchemars. « Il y a une excellente clinique rue Paradis », ajouta l'assistante sociale avec conviction. « Le docteur Blanc est spécialisé dans les traumatismes infantiles les plus lourds. Je peux vous y accompagner pour rassurer Léonie. » Vous fut fixé à 15 heures. Ce matin-là, Léonie était particulièrement anxieuse, comme si elle pressentait un danger. Elle tourna en rond dans la villa, incapable de tenir en place, touchant machinalement son ours en peluche. « Tu n'es pas obligé, » lui dit Julien en la voyant si agitée. « On peut annuler, remettre à plus tard ?»« Non, » répondit-elle avec cette bravoure fragile qui la caractérisait. « Il faut que j'essaie d'aller mieux. Pour vous, pour moi. » À Marseille, la circulation était dense et nerveuse. Claire les attendait devant la clinique moderne, souriante et rassurante dans son tailleur beige. La séance avec le docteur Blanc dura 1 heure interminable. Léonie en sortit épuisée, mais visiblement plus apaisée, comme si un poids s'était allégé. Le docteur Blanc dit que c'est normal d'avoir peur, expliqua-t-elle à Julien avec un petit sourire courageux. Que ça va passer avec le temps et les médicaments. Port aux nappes à carreaux rouges et blancs. Léonie mangea avec appétit, regardait les bateaux de pêche danser sur l'eau bleue étincelante. Pour la première fois depuis des jours, elle semblait vraiment détendue, presque heureuse. C'est en sortant du restaurant que tout bascula dans l'horreur. Claire marchait quelques mètres devant eux, consultait son téléphone professionnel. Julien réglait l'addition au serveur en terrasse quand il entendit un cri de terreur. Il se retourna. Un fourgon blanc était arrêté sur le trottoir, portières grandes ouvertes comme une gueule béante. 3 hommes encadraient Claire et Léonie avec l'efficacité de professionnels. « Non !» hurla Julien en se précipitant, renversant sa chaise. Mais c'était trop tard. Henri Vautrin souleva Léonie comme un sac de pommes de terre, la jeta dans le véhicule, malgré ses cris déchirants. Claire tentait de s'interposer courageusement, reçut une gifle violente qui l'envoya au sol, le nez en sang. Le fourgon démarra en trombe, disparut dans le trafic marseillais comme un cauchemar qui s'évanouit. Julien aida Claire à se relever. Elle saignait de la lèvre, tremblait de tout son corps sous le choc. « Appelez immédiatement la police !» cria-t-elle en s'accrochant à son bras. Mais Julien ne l'écoutait plus. Il fixait l'endroit où le fourgon avait disparu, sentant son monde s'effondrer pierre par pierre. Toute sa fortune, tout son pouvoir, toutes ses relations influentes ne servaient à rien. Léonie était partie, avalée par la ville hostile. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. Numéro masqué. « Monsieur le milliardaire ?» La voix d'Henri était goguenarde, triomphante. « Votre petite princesse va très bien, pour le moment. Si vous voulez la revoir vivante, ça vous coûtera 100 000 € en liquide. Vous avez exactement 24 heures. Où dois-je? Je vous rappellerai avec les détails. Et surtout pas de police. Sinon la petite disparaît pour de bon, définitivement. » La communication se coupa brutalement. Julien resta planté sur le trottoir, le téléphone à la main, vidé de toute substance, de toute énergie. Pour la première fois de sa vie, il se sentait totalement, irrémédiablement impuissant. Le lendemain matin, Julien entra dans sa banque privée, comme un fantôme en costume sombre. Les employés le saluèrent avec leur déférence habituelle, mais il ne répondit pas, perdu dans ses pensées noires. Dans le bureau feutré du directeur, il demanda 100 000 € en liquide, sans explication. « Monsieur Armand, une telle somme en espèces. Il faut obligatoirement prévenir les autorités, c'est la procédure réglementaire. Pas d'autorité.
coupa Julien d'une voix blanche qui ne tolérait aucune discussion. Juste l'argent. Immédiatement. Le directeur étudia son visage ravagé par l'angoisse, comprit qu'il ne fallait surtout pas insister ni poser de questions. 1 heure plus tard, Julien ressortait avec une mallette métallique qui pesait le poids de tous ses échecs de père improvisés. De retour à la villa silencieuse, Claire l'attendait dans le salon, le visage encore tuméfié par les coups, un pansement sur le nez. « Julien, il faut absolument appeler la police. Ces hommes sont extrêmement dangereux. Non. » Il posa la mallette sur la table basse avec un bruit sourd. « Si j'appelle la police, ils la tueront sans hésiter. Vous ne pouvez pas céder au chantage. Cela ne s'arrêtera jamais. Ils reviendront toujours. Peut-être. Mais au moins, elle sera vivante. C'est tout ce qui compte. » Claire le regarda avec une pitié douloureuse mêlée d'admiration. « Et après, quand ils reviendront demander encore plus ?» Julien ne répondit pas. Il n'y avait pas d'après dans son esprit. Il n'y avait que maintenant, que cette mallette d'argent, que l'espoir désespéré de revoir Léonie vivante. Le soir tomba sur la villa Montclair silencieuse comme un tombeau. Julien monta dans sa chambre, ouvrit méthodiquement son dressing de luxe. Là, entre les costumes sur mesure et les chemises de soie italiennes, il choisit des vêtements simples, jean noir délavé, pull de laine sombre, basket discrète. Il se regarda dans le miroir. Plus rien du magnate imposant qui terrorisait les salles de conseil d'administration. Juste un homme brisé par l'amour, prêt à tout pour sauver son enfant. 3 heures précises. L'entrepôt 47, port autonome de Barcelone, secteur D, minuit pile. Seul, avec l'argent. Pas de retard. Barcelone? Mais pourquoi si loin? 1 heure de vol privé, monsieur le milliardaire. Vous avez les moyens, non? Ou alors vous préférez ne jamais revoir la petite? La ligne se coupa. Julien appela immédiatement son pilote personnel. 40 minutes plus tard, le jet privé décollait de l'aéroport de Marseille-Provence dans la nuit étoilée, emportant vers l'inconnu un homme au bord du gouffre. Le port de Barcelone baignait dans une brume salée qui sentait la rouille, les algues mortes et l'essence des cargos. Les containers s'empilaient comme des blocs de Lego géants, créant un labyrinthe d'ombres et de reflets métalliques où résonnaient les cris des mouettes nocturnes. Julien marcha entre les travées désertes, la mallette à la main, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant sur le béton humide. L'entrepôt 47 se dressait au bout du secteur D, hangar de tôle, ondulé percé de fenêtres cassées qui ressemblaient à des yeux crevés. Une faible lumière jaunâtre filtrait par l'une d'elles. Julien poussa la porte rouillée qui grinça comme un cri d'animal blessé. À l'intérieur, sous une ampoule nue qui se balançait au bout d'un fil électrique défaillant, Léonie était attachée sur une chaise métallique. Elle avait les yeux bandés par un tissu sale, mais à son arrivée, elle tourna instinctivement la tête vers lui. « Julien » murmura-t-elle d'une voix faible mais pleine d'espoir. « Je suis là, ma chérie. Papa est là. » Henri Vautrin sortit de l'ombre comme un démon, sourire mauvais aux lèvres, cicatrice luisant dans la lumière blafarde. Ses 2 acolytes l'encadraient, armes visibles, attitude de prédateurs sûrs de leur supériorité. « Ponctuels, les bourgeois !» ricana Henri avec satisfaction. « L'argent ?» Julien posa la mallette au sol, l'ouvrit d'un geste mécanique. Les billets de 500 € étaient soigneusement empilés, représentant plus que ce que ces hommes n'avaient jamais vu de leur vie. Henri siffla d'admiration sincère. « Joli, très joli travail. Vous savez quoi, monsieur Armand? Cette petite peste vaut bien plus que de l'or. Elle connaît des secrets compromettants. Elle a vu des choses qu'elle ne devrait pas avoir vues. Elle pourrait nous rapporter gros pendant des années, si on l'adresse bien. Nous avions un accord. » dit Julien, la gorge serrée par l'angoisse et la colère. « L'accord a changé, mon vieux. Les affaires, c'est les affaires. » C'est alors que Léonie releva la tête avec une détermination surprenante. D'une voix claire, sans trembler malgré sa peur, elle commença à parler. « Jean Davax, rue de la République, appartement 3B. Il cache de la cocaïne dans les murs de la cuisine. Henri Vautrin, 156 impasse des Rosiers, il a tué un homme l'an dernier près du canal et enterré le corps sous les gravats. Marco Santini, il vend des enfants à des gens riches de Paris. » Henri pâlit visiblement. « Tais-toi immédiatement. » Mais Léonie continuait imperturbablement.
égrenant les noms, les adresses, les crimes avec la précision d'un ordinateur. Sa mémoire d'enfant des rues avait tout enregistré, tout retenu dans les moindres détails. Elle était leur pire cauchemar incarné, un témoin qui savait absolument tout. « Tu vas te taire, sale petite balance !» Henri s'avança vers elle, la main levée pour frapper. Au loin, des sirènes retentissaient dans la nuit catalane. Henri se figea, l'inquiétude remplaçant la confiance sur son visage. « La police !» souffla l'un de ses hommes en regardant vers l'extérieur. « Impossible, on n'avait dit pas de flics !» Claire Moreau apparut dans l'encadrement de la porte, encadrée par 4 policiers espagnols en gilet pare-balles, armes au poing. « Pardon, Julien, » dit-elle avec détermination, « mais je ne pouvais pas vous laisser faire cette folie. » Henri et ses hommes tentèrent de fuir par l'arrière de l'entrepôt, mais d'autres policiers les attendaient, formant un étau parfait. Julien se précipita vers Léonie, trancha ses liens avec un cutter trouvé par terre, ses mains tremblant d'émotion. « Tu savais que je viendrais » murmura-t-il en la serrant dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Toujours » répondit-elle, le visage enfoui contre son épaule. « Tu viens toujours me sauver » Dans cette phrase simple résonnait toute la confiance du monde. Et Julien comprit qu'il venait de gagner bien plus qu'une bataille contre des criminels. Il avait gagné une fille pour la vie. 3 semaines plus tard, sous les hauts plafonds sculptés du tribunal de grande instance de Paris, une petite fille en robe bleu ciel se tenait droite devant le juge. Léonie avait grandi, pas en taille. Elle était toujours cet enfant fragile de 7 ans, mais en assurance, en confiance en elle. Ses yeux ne fuyaient plus le regard des adultes, ses mains ne tremblaient plus. Le juge Martinet, la soixantaine bienveillante et l'expérience de milliers d'affaires familiales, ajusta ses lunettes et se pencha vers elle avec respect. « Léonie, tu comprends parfaitement pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui, oui, monsieur le juge, pour décider définitivement où je vais vivre ? Exactement. Et toi, où souhaites-tu passer le reste de ton enfance ?» L'assistance retint son souffle dans le silence solennel. Le greffier éternua, un bruit minuscule dans la nef judiciaire. Par la fenêtre haute, une tranche de ciel pâle découpait la poussière en particules d'or. Claire se pencha vers Léonie. « Respire, ma chérie. » Le juge Martinet fit glisser ses lunettes sur le bout du nez. « Vous savez, dit-il à voix plus basse, j'ai grandi sans père. J'ai appris la loi, puis j'ai appris la justice. Ce n'est pas toujours la même chose. Aujourd'hui, elle me semble d'accord. » Julien ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit lavés de sel. Le mot « papa » venait. Il le sentait, comme une marée. Claire Moreau, assise au premier rang, croisa les doigts en signe d'espoir. Isabelle Armand, venue malgré ses réticences initiales, fixait sa future nièce d'adoption avec une émotion qu'elle tentait de dissimuler derrière ses lunettes de soleil. Julien, en costume sombre et cravate assortie, attendait le verdict qui changerait sa vie à jamais. Léonie regarda autour d'elle, observa tous ces visages tendus, prit une inspiration profonde qui gonfla sa petite poitrine et déclara d'une voix claire qui résonna sous les voûtes historiques « Je veux vivre avec mon papa, avec Julien !» Un silence absolu suivit ces mots sacrés. Puis Julien éclata en sanglots, pleurant comme il n'avait jamais pleuré. Pour la première fois depuis des décennies, cet homme qui avait bâti un empire financier, négocié avec les plus puissants de ce monde, résisté à tous les chantages et toutes les pressions, pleura comme un enfant qui retrouve sa mère. Le mot « papa » résonnait encore dans ses oreilles, plus précieux que tous les contrats qu'il avait jamais signés, que toutes les victoires qu'il avait remportées. Le juge Martinet sourit avec la satisfaction du devoir accompli. La Cour prend acte de la volonté claire de l'enfant. « Monsieur Armand, êtes-vous prêt à assumer cette immense responsabilité ?»« Plus que prêt, votre honneur, » répondit Julien d'une voix étranglée par l'émotion. « C'est le plus beau jour de ma vie. Dans ce cas, » le juge saisit sa plume dorée, signa l'ordonnance de placement avec solennité. « Je prononce le placement familial définitif de Léonie Moreau chez Julien Armand, avec engagement de procédure d'adoption plénière dans les 6 mois à venir. » La salle explosa en applaudissements nourris. Léonie courut vers Julien, qui la souleva dans ses bras comme une princesse. Isabelle, émue aux larmes malgré elle, s'approcha et embrassa sa belle-sœur pour la première fois de sa vie. «
Bienvenue dans la famille Armand, ma chérie, murmura-t-elle avec tendresse. Claire Moreau essuyait ses larmes d'émotion. Dans ses 15 ans de carrière sociale, elle n'avait jamais vu un dossier se terminer si magnifiquement bien. Le lien était enfin scellé par la loi républicaine. Mais dans le cœur de Julien, il l'était depuis cette nuit de tempête où une petite voix avait demandé l'impossible et obtenu un miracle. 1 an plus tard, la Villa Montclair avait complètement changé de visage et d'âme. Fini les espaces froids de musée, des livres d'enfants colorés traînaient sur les canapés de cuir blanc, des dessins au crayon de couleur égayaient le réfrigérateur en acier brossé, un tricycle rose occupait fièrement l'entrée de marbre comme un trône d'enfance. La maison respirait enfin, vivait enfin, résonnait de rires et de pas légers. Julien avait créé la fondation Maison Léonie, réseau d'abris pour enfants des rues, qui s'étendait déjà de Marseille à Bruxelles, en passant par Lyon et Toulouse. Le jour de l'inauguration du centre de la Belle de Mai, un garçon maigre aux yeux verts attendait sur le trottoir, sac plastique à la main. Il s'appelait Amine. Il ne parlait pas beaucoup. On lui montra la cuisine, la douche, la petite bibliothèque où une bénévole lisait à voix haute. Amine s'arrêta devant un livre d'images sur la mer. « Tu aimes la mer ?» demanda Léonie. Il haussa les épaules. « Je la connais de loin, elle fait du bruit la nuit. Ici, elle fait du bruit pour nous, dit-elle. Viens. » Amine entra, posa son sac. La porte se referma doucement derrière lui. Pas pour enfermer, pour retenir la chaleur. Julien, dans le couloir, sentit le même courant d'air qu'autrefois dans sa villa. L'âme d'une maison, quand quelqu'un dit oui. Chaque matin, dans son nouveau bureau, plus petit, plus chaleureux, décoré des dessins de sa fille, il lisait les rapports de ses équipes sociales avec la même passion qu'il mettait jadis dans ses bilans financiers. L'argent avait enfin trouvé son sens véritable. Léonie, elle, allait à l'école privée du quartier dans un uniforme impeccable. Elle avait des amis sincères, riait aux éclats pendant les récréations, dormait sans cauchemar dans son lit douillet. Parfois encore, par habitude, elle gardait un biscuit dans sa poche d'écolière, mais c'était devenu un jeu tendre plus qu'un réflexe de survie douloureuse. Ce dimanche de printemps parfumé, elle entraîna Julien vers le jardin méditerranéen. Là, près des cyprès centenaires où elle avait demandé l'abri 1 an plus tôt, s'élevait une petite construction blanche aux volets bleus comme ses yeux. Une vraie niche, mais transformée en maisonnette de contes de fées, entourée de roses trémières roses et de lavandes violettes qui embaumaient l'air tiède. Sur une plaque de cuivre poli, une inscription gravée au burin. « Pour chaque enfant qui cherche encore un foyer. Tu te souviens ?» dit Léonie en caressant délicatement les pétales soyeux d'une rose. « J'avais demandé à dormir dans une niche pour chien. » Julien s'agenouilla à sa hauteur, posa ses mains sur ses petites épaules. « Tu avais demandé une petite maison, ma chérie, mais tu m'as donné une famille entière, un sens à ma vie. » Le soleil déclinait lentement sur la Méditerranée étincelante, peignant le ciel de roses tendres et d'or précieux. Dans le jardin parfumé où chantaient les cigales, un milliardaire et sa fille adoptée regardaient les premières étoiles apparaître une à une. Quelque part dans Marseille, dans toute la France, d'autres enfants perdus levaient les yeux vers ce même ciel nocturne. Et grâce à Maison Léonie, certains d'entre eux trouveraient bientôt une porte ouverte, des bras tendus, un foyer d'amour. Le cycle se fermait sur un héritage magnifique d'amour inconditionnel. Car parfois, il suffit d'une nuit de tempeste et d'un cœur qui accepte de s'ouvrir à l'inattendu pour que tout change radicalement. Dans le silence complice du soir qui tombait, Julien murmura avec reconnaissance « Merci, ma petite étoile. » « De quoi, papa, de m'avoir appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros ?» Léonie lui prit la main avec confiance, sourit de son sourire lumineux. « Et moi, merci de m'avoir donné une vraie maison et un vrai papa. » Dessus d'eux, les étoiles brillaient, comme autant de promesses d'amour éternel. L'histoire se terminait exactement où elle avait commencé, par une prière exaucée et un miracle tout simple, celui de l'amour, qui transforme absolument tout. Et ainsi, un simple mot a changé 2 vies pour toujours. Viens, viens. Parfois, ouvrir notre porte à quelqu'un qui a besoin n'est pas seulement un acte de bonté, c'est le début de notre propre transformation.
Si cette histoire a touché votre cœur, laissez dans les commentaires le mot famille et aidez-moi à atteindre 0 abonné, parce que les histoires d'amour véritables méritent d'être partagées.